La pointe du Hoc, un bout de Normandie sauvage et naturelle où la mer cohabite avec la roche calcaire. Des falaises spectaculaires parsemées de caps, de criques et de baies taillées au fil des siècles par les vents et la houle. Tout au long de ces 640 km de côte, la Normandie évoque autant la Seconde Guerre mondiale, avec ses plages du débarquement, que ses lieux de villégiature. Un inventaire à l'après-vert où les plus grands peintres ont installé leurs chevalets pour immortaliser ces paysages qui varient au gré des saisons. La Normandie, c'est 5 départements, l'Eure, l'Orne, sans déboucher sur la mer, au contraire du Calvados, de la Manche et de la Seine-Maritime. Au rythme des villes et villages, des plages et des falaises, le littoral prend des noms évocateurs. Côte d'Albâtre, Côte Fleurie ou encore Côte de Nacre. De petits joyaux qui se révèlent bien fragiles face aux éléments qui se déchaînent. Comme ici à Étretat, en Seine-Maritime. La mer gronde et attaque de toutes parts. Plus loin, ce sont les falaises qui craquent et s'effondrent. Un éboulement sans conséquence car l'endroit n'est pas habité, contrairement à ce quartier de Dieppe où les propriétaires ont dû être expropriés. Là, vous avez une sorte de grand entonnoir qui était rempli d'argile et de sable. Il s'est gorgé d'eau et puis il a été purgé finalement de sa masse sableuse et argileuse. La Seine-Maritime et le Calvados sont parfois soumis à rude épreuve. Villerville ne peut toujours pas effacer les différents éboulements de sa falaise. Le pire s'est produit il y a plus de 30 ans. Ah, triste histoire. Triste moment. Le 10 janvier 1982, le glissement de terrain. La côte était ouverte, ça faisait une faille. On avait l'impression que ça allait s'ouvrir et nous prendre. Villerville, Dieppe ou encore Criel-sur-Mer, les élus le savent, il vaut mieux prévenir que guérir. L'homme se croit toujours supérieur à la nature, mais à chaque fois il perd. Quand il aura compris ça, il accompagnera la nature et il ne luttera pas contre. Première étape, la côte d'Albâtre et ses falaises immaculées. De la craie blanche, truffée de silex, pour porter l'église Saint-Valéry. Perchée sur la falaise, à 80 mètres de hauteur, elle surplombe la Manche. Nous sommes à Varengeville-sur-Mer, en Seine-Maritime. Un panorama unique, avec ses falaises à perte de vue. Un tableau impressionnant qui a inspiré des peintres comme Claude Monet, qui immortalise ses lumières et ses paysages si particuliers. Ou encore Georges Braque, qui y repose pour l'éternité. L'église date du XIIe siècle. Jusque-là, elle a su résister au temps. Mais la houle et les vagues qui déferlent la poussent chaque année un peu plus vers les abîmes. En fait, la Valaise longe ce muret. Vous avez là de la végétation. Alors on a l'impression que c'est stabilisé. C'est momentanément stabilisé, mais il n'en demeure pas moins que lorsque la falaise crayeuse va reculer, elle va entraîner des grands glissements qui vont malheureusement emmener ce cimetière marin et dans quelques années ou quelques décennies tout au plus, l'église également. À chacune de ces visites, le géographe Stéphane Costa constate une plus grande vulnérabilité de l'édifice face aux éléments. Une vue aérienne des lieux montre mieux encore à quel point l'église et son cimetière marin sont au bord de la falaise. Placée sous haute surveillance, l'église fait l'objet de toutes les attentions. Le 14 mai 2015, quelques tombes ont été emportées. C'est une église finalement qui a fait l'objet de beaucoup de travaux dans les années 80, où on a drainé les nappes, où on a mis des micro-pieux pour stabiliser un petit peu tout ça. Mais maintenant, 30 ans plus tard, eh bien, cette église est menacée. Je dirais que ces années sont comptées.
Pour sauver des eaux ce joyau architectural et culturel, les autorités locales se démènent dans le but de retarder l'échéance fatale. À l'intérieur, à côté des vitraux signés Georges Braque, il y a des fissures inquiétantes. Au sein de cette église, on s'aperçoit qu'effectivement, toute une série de fissures ont déjà rendu un peu plus instable encore cet édifice. Vous voyez ici des grandes fissures dont un certain nombre sont suivies et malheureusement, ces fissures évoluent. Pour l'église et son cimetière marin, l'érosion et les conditions climatiques sont aujourd'hui des facteurs qui pèsent un poids trop lourd à supporter. Aux yeux de l'expert normand, les travaux pour consolider le site ne seraient que des soins palliatifs. Une semaine plus tard, Stéphane Costa et son équipe s'installent sur la plage d'Ailly. Nous sommes à quelques centaines de mètres de l'église Saint-Valery. Cela fait près de 20 ans que le géographe s'occupe des risques naturels en milieu littoral. Là, tous les clignotants sont au rouge. Donc la plus grande prudence, on ne marche pas au pied des falaises. Il y a Robert et moi-même qui iront déposer les cibles. Et le moindre craquement, c'est rédhibitoire, il faut absolument s'éloigner. Il est 6 heures du matin, la marée est au plus bas, mais il faut attendre les premières lueurs du jour pour démarrer l'opération. L'objectif est de connaître le recul réel du trait de côte dans cette zone. L'équipe de l'université de Caen dispose de moyens importants pour cartographier et reconstituer en 3 dimensions la falaise. Bon, je suis presque prêt là pour la mise en station. Je mets les coordonnées. Là, on ne monte pas en haute falaise pour l'instant tant qu'il fait nuit, c'est trop dangereux. On n'ira que lorsqu'il fait jour. Une prudence légitime. Ici, le 14 août 2015, un pêcheur est mort lors d'un éboulement. Le morceau de falaise écroulé mesurait 70 mètres de long pour plus de 30 mètres de profondeur. Les conditions sont d'autant plus délicates que les jours précédents, il a beaucoup plu. Là-haut, on est vraiment très proche du bord. Comme c'est très instable, naturellement, et surtout en ce moment, oui, là, faut pas faire les malins là-haut. Ce jour-là, Stéphane Costa, que ses collègues surnomment le garde-côte, cherche à déterminer l'évolution très précise du littoral. Les derniers relevés montrent que la falaise cède en moyenne 10 à 15 cm de terrain par an. Mais le recul peut être encore plus brutal. Là, on est à 3 mètres du bord. Et quand il y a des effondrements massifs qui s'effectuent, c'est 3, 4, 5, 6 mètres qui partent. En une seule fois et en quelques secondes. Donc là, on s'attache de multiples poteaux pour réduire le risque. Là, on voit bien qu'il y a 4-5 mètres qui peuvent partir en une seule fois. C'est vraiment dangereux. S'il veut observer et surtout quantifier le recul de ces falaises, Stéphane Costa doit quand même prendre des risques. Des risques toujours calculés. Avec la pluie des derniers jours, le terrain est particulièrement glissant. Il doit déposer des cibles tous les 5 mètres et le plus proche possible du bord. Là, vous êtes au-dessus du vide. Il y a combien de mètres en dessous? Là, il y a 40 mètres. 40, 50 mètres. Pour une précision au millimètre près, l'équipe utilise un laser terrestre. Ok Stéphane, c'est bon. Les mesures seront analysées et comparées avec des milliers de photos aériennes prises depuis 1966. Un drone permet aussi de prendre des images des parois sur des distances plus importantes. La zone est ainsi entièrement quadrillée et autopsiée en moins de 4 heures. À certains endroits, des pans de la falaise ont déjà cédé. D'autres menacent de s'écrouler à tout moment. J'aime vraiment pas ce secteur. Ouais, je sais. Tu fais où tu peux. Là, comme vous pouvez le constater, il y a une énorme écaille qui est en train de s'individualiser. On voit une fracture longitudinale qui va basculer. Alors, quand? On ne sait absolument pas, personne ne peut le prévoir.
mais ça va tomber. Tout de suite, dans 6 mois ou dans 1 an peut-être, mais ça va tomber. Hop. Ça, on va les mesurer après avec Olivier. De toute façon, on n'est pas en retard par rapport à la marée. On a encore une petite heure de travail. Alors tout ça, là, c'est des petits sourcins, des eaux d'écoulement dans les falaises qui réapparaissent. Et parfois, on a comme ici, par exemple, ce petit bouillonnement là, de sable. En fait, ce sont des eaux qui se sont infiltrées, qui ressortent sous pression dans les fractures de la roche. Et c'est ce qui contribue largement à provoquer ces effondrements massifs. C'est vraiment une combinaison de facteurs. Même si parfois des éboulements peuvent avoir lieu l'été, c'est en hiver que le phénomène est le plus flagrant. Lors de fortes pluies, l'eau s'infiltre dans la falaise. L'alternance de périodes de gel et de dégel déstabilise l'ensemble. Les parois de craie peuvent aussi subir les attaques de la mer. Des vagues si violentes qui, en période de tempête, grignotent le pied de l'édifice. Un jour ou l'autre, le haut de la falaise sera aspiré par le vide. Et tout cela se combine et fragilise la falaise. Ça met 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et puis un jour, il y a un facteur qui va être déclenchant. Et vous avez un pan entier de la falaise qui va s'effondrer. Plusieurs centaines de mètres cubes, parfois plusieurs milliers, et dans certains endroits, plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes. Rien qu'en Seine-Maritime, c'est en moyenne 1 million de mètres cubes de roches qui disparaissent chaque année. Glissements parfois très impressionnants, comme ce 15 juillet 2013. Nous sommes à 85 km de la plage d'Ailly. Allez, reculez les enfants. Allez, hop. Allez. Alors comme vous pouvez le constater, cette craie est quand même très friable. Il y a des éléments que je peux pas retirer à la main comme ça. Donc c'est tous ces éléments qui sont enlevés par la houle ou par l'alternance gel-dégel, parfois les ruissellements ou la pression à l'intérieur de la falaise lorsque la nappe phréatique s'élève. Donc vous voyez, toute une série de fracturations qui sont les stigmates d'une érosion quotidienne. L'érosion est continue, mais le recul se fait par à-coups. Des facteurs naturels qui sont aggravés par les changements climatiques. Les projections des experts montrent qu'à l'avenir, les tempêtes et les fortes pluies seront plus récurrentes et plus violentes. Conséquence, les risques d'éboulement augmentent considérablement. Sur ce secteur, a priori, il n'y a pas de risque pour les populations. La majorité des maisons sont situées à l'intérieur des terres, à une centaine de mètres de la côte environ. Un peu plus loin, la situation est plus préoccupante. Nous sommes sur la départementale 75, juste à l'entrée de Dieppe. Route de Pourville. Un axe routier principal et un quartier en sursis. Pour mieux comprendre à quel point la zone est devenue très dangereuse, il suffit de prendre de la hauteur. Alors là, on voit l'ampleur générale de ce grand glissement qui s'est déroulé en décembre 2012. Donc grand glissement qui a entraîné une érosion en tête de falaise, qui ont rattrapé les maisons qui se trouvaient dans la partie supérieure. Et la route très passante entre Dieppe et Pourville n'est qu'à 10 mètres derrière ces buissons. 2 éboulements à 2 jours d'intervalle. Au total, c'est un pan de 150 mètres de long qui s'est écroulé. Des dégâts, mais heureusement pas de victimes. La maison qui se trouve au fond du ravin avait été évacuée quelques mois auparavant. Mais on va s'arrêter ici. Donc là, vous avez une sorte de grand entonnoir qui était rempli d'argile et de sable. Il s'est gorgé d'eau et puis il a été purgé finalement de sa masse sableuse et argileuse. En fait, après chaque déluge, cette poche souterraine gonfle et fait éclater le mur de craie. Un tel effondrement, spectaculaire, peut se reproduire ailleurs. Mais des grandes poches comme ça, il y en a toute une série là, le long de cette côte, depuis la proximité de Dieppe jusqu'à Pourville. En fait, c'est un paysage qui est très mobile. On le savait, mais on l'a oublié ou on l'a nié pendant un moment et on s'est peut-être approprié de façon imprudente
cette frange littorale qui est fragile et dynamique. Quelques semaines plus tard, la mer gagne encore 1 mètre sur la côte. La ville décide alors de fermer définitivement la route. Avec les changements climatiques, d'autres sites risquent d'être en danger. Le stade Jean Méreau est déjà en sursis. Le lycée, lui, ne l'est pas encore, mais année après année, le recul de la falaise s'accélère. Autour du trou béant, il ne reste que quelques propriétaires, comme Willy Hockey, un médecin à la retraite. Ça doit être un crève-cœur d'abandonner une telle maison. Ah oui, quel crève-cœur, vous dites. Il vit ici depuis près d'un demi-siècle. Tout est en bois. Tout en bois, regardez ces cheminées, c'est magnifique. Quand on le démolira, je ne serai pas là, je ne veux pas voir ça. C'est du carnage. Pendant des années, le médecin fait de la résistance. Il refuse de partir. Mais la chute du terrain voisin aura raison de son acharnement. Il y a eu des sondages qui ont été faits ici. Il y a 50 mètres d'épaisseur de sable. Il paraît que tout l'ensemble pourrait partir. Après tout, compte tenu de mon âge, j'ai pris un risque calculé. Je vous dis, mourir ici, c'était pas mal. Hein. C'était le but. Exproprié et indemnisé, Willy Hockey doit déménager en bas de la falaise, dans le centre-ville de Dieppe. J'ai accepté parce que j'ai eu l'occasion en même temps de trouver un appartement, mais il a fallu le financer en attendant le fonds Barnier. Le fonds Barnier, mais à peu près 1 an avant que les fonds ne soient versés. Donc il a fallu que les banques interviennent, heureusement. Le fonds Barnier a été mis en place pour les situations de ce genre. Il est alimenté par un prélèvement de 12% sur la prime catastrophe naturelle des contrats d'assurance, habitation et automobile. Pour Willy Hockey, l'indemnisation n'est pas à la hauteur du préjudice subi. Cette propriété valait au moins le double de ce que m'a donné le fonds Barnier. On est compte ce que représente 1,5 hectare de terrain en ville. 50 ans de vie dans une maison dans laquelle on a tout transformé, tout amélioré. Je vais maintenant vivre en appartement avec ma femme. Ce ne sera pas du tout la même vie. Ce qui me choque, ce n'est pas mon départ, c'est le fait de savoir ce qu'ils vont faire de tous ces matériaux, de tout ça, quand je vais être parti. La maison va être détruite, hachée, menue, brûlée, broyée. C'est quand même de la barbarie, c'est du scandale. Willy Hockey n'est pas l'unique victime et son quartier n'est pas le seul touché de plein fouet par l'écroulement des falaises. Nous partons plus au nord, à une trentaine de kilomètres de Dieppe. Voici la commune de Criel-sur-Mer, une petite station balnéaire. Comme ailleurs en Normandie, c'est avec l'arrivée des congés payés que les Français se rapprochent du littoral. Les pieds dans l'eau ou la tête dans les nuages, les villas fleurissent en bord de mer ou sur les hauteurs. Mais avec le temps, la vie rêvée de certains habitants va basculer. Alors regardez ici, hein, si c'est pas du danger, je ne sais pas ce que ça peut être. Mais là, ces habitations sont en danger pour les années à venir. Actuellement, la chute est à 5 mètres de la maison. Lorsque ça va retomber, je pense qu'il va falloir expulser au plus vite, à seule fin que les gens ne soient pas en danger. En moyenne, la majorité des villas se trouvent à moins de 10 mètres. Il faut prendre la décision. Et les décisions ne sont pas toujours là pour plaire. Jean Mauger n'a fait qu'un seul mandat. Adjoint au maire désormais, il sait que la nature a toujours le dernier mot. Il reste le fait que l'homme se croit toujours supérieur à la nature, mais à chaque fois il perd. Quand il aura compris ça, il accompagnera la nature et il ne luttera pas contre. À Criel, les maires n'hésitent jamais à prendre des décisions impopulaires, surtout quand il s'agit de la sécurité de leurs concitoyens. L'épisode le plus révélateur s'est déroulé rue Chevington. Donc là, ici, nous avons toutes ces maisons qui sont en danger et qui, je pense, dans les années à venir, devront être aussi peut-être abattues. Donc ici, vous aviez des maisons construites après-guerre qui étaient magnifiques, mais qui ont été abattues.
Désormais, en lieu et place de cette résidence qui comptait 12 villas, il n'y a plus qu'un champ, avec des panneaux qui rappellent à tous les risques d'éboulement. La falaise est vraiment proche. Les zones de danger pour l'État, pour les autorités, c'est la falaise à 12 mètres de la route. Vous voyez qu'ici, nous n'avons plus les 12 mètres. Théoriquement, nous ne devrions pas avoir le droit d'accéder ici en voiture. Et pourtant, c'est possible. C'est possible encore. Parce que là, on est au bord du vide, c'est ça? Ah là, on est plus qu'au bord du vide et vous pouvez regarder que c'est une fausse impression. Nous avons une excavation sous le terrain. Et que si on s'avance réellement en bord de falaise, on est virtuellement dans le vide. Si la préfecture a interdit les automobiles sur cette route, les riverains, eux, ont refusé que la circulation piétonne le soit aussi. Pourtant, ici, le danger est permanent. Récemment, un bloc de près de 15 mètres s'est détaché brutalement. Pour Jean Mauger, le principe de précaution doit rester une priorité. Pendant son mandat, pour préserver la vie de ses concitoyens, il a procédé à 12 expropriations. Là, une chute de falaise, c'est fini, la route est partie. Il y a eu beaucoup d'expropriations? Oui, et il y en a encore beaucoup à venir, je pense. Une cinquantaine prévues d'ores et déjà. Mais cette politique n'est pas toujours bien acceptée. Dans le quartier, il y a des réticences. Celle-ci n'est actuellement pas en mesure d'expropriation. Mais là, on est vraiment proche de la falaise? Oui, mais il y a une résistance un peu des propriétaires. Il me semble qu'il devrait être exproprié, au même titre que la maison qui est au-dessus, qui, elle, est expropriée. Et là, on a l'exemple même où je ne serais pas spécialement en sécurité. Pour l'élu, un seul credo, préserver coûte que coûte la vie de ses concitoyens. La présence de ces barrières prouve qu'il y a un danger imminent, puisque la route a non seulement été barrée, mais actuellement, elle est en pied de falaise. Elle est tombée. Il n'y a plus de route. Oui. Il n'y a plus de route. Ça s'appelait la route des Vikings. Pour un maire, c'est un risque d'expulser les gens qui sont dans des zones dangereuses? C'est un risque, c'est-à-dire qu'il se retrouve avec une population qui ne comprend pas trop et qui ne veut pas non plus, pour des raisons psychologiques, quitter leur habitation, qu'ils ont construit eux-mêmes, et ainsi de suite. Je comprends très bien que c'est très difficile, mais à un moment, il faut se mettre devant le fait accompli. C'est dangereux, on doit expulser. Exproprié dans un premier temps. Et si la situation l'exige, la mairie peut procéder à la destruction des habitations. Le lendemain, justement, le hameau de Ménilval fait la une de l'actualité locale. En 2011, cette maison, la Villa Conti, a été placée en situation de péril grave à court terme. Le maire vient assister à sa démolition. Alors voilà, vous pouvez regarder ce qui avait servi à une époque de garage pour les propriétaires. Aujourd'hui, on a un magnifique point de vue qui illustre parfaitement le recul de la falaise, puisque tout ce qui était en aval est tombé à l'eau. On perçoit mieux le risque en se mettant ici. Dans le combat entre terre et mer, c'est toujours la falaise qui perd. Et les propriétaires en première ligne sont les victimes collatérales. Le recul des falaises est un phénomène inexorable. Donc la stratégie, c'est une stratégie de repli intelligente. Il faut prendre ce phénomène comme une opportunité pour reculer l'urbanisation, de façon à ce que l'action anthropique de l'homme soit minimale sur ce phénomène. On comprend que ces gens ont dû vivre des moments heureux dans cette maison. Quand on a un beau ciel bleu à Criel, ce qui est chose courante, c'est magique. Avec ce point de vue-là, un ciel bleu, un beau soleil, là,
Il y a des heures de la journée qui ont dû être fabuleuses. Fut un temps, l'homme s'est cru plus fort que la nature. On a lutté. Aujourd'hui, c'est une démarche qui est invalidée. La solution intelligente, c'est le repli. Hein. Coût total de l'opération, 180 000 €. Un budget qui comprend le rachat de la maison et les travaux de destruction en cours. Claude Samuel est à la retraite. Il vit dans ce quartier depuis plus de 30 ans. Il vient en voisin. Vous habitez où? Non, en France. Ah, juste à côté? À côté. Et votre maison va être détruite? Non. Celle-ci? Bah non, bah non. Pourtant, elle est à proximité hein, de la falaise. Elle est toute neuve, celle-là. Ah non, elle est plus basse que la mienne. Hein. Non, on est serein. Hein. On est serein pour sa maison. Puis de toute façon, il y a tout un système de surveillance qui est en place. Hein, le BRGM, le réseau d'observation du littoral normand-picard. Ils sont venus il n'y a pas longtemps, là. Ils ont dit... donc, il y a de la marge. Il y a de la marge. Le profil de falaise, il n'est pas rectiligne. Ah ouais. Hein, la maison de Canty, elle est plus proche du bord de falaise par rapport aux découpes que votre maison. Votre maison est plus loin. Donc il y a du temps. Il y a des plus en profondeur. Voilà, il y a du temps. Et on surveille. Il n'y a pas de souci. Quand vous voyez celle-ci détruite, là... Ah ben, ça fait mal au cœur. C'est le principe de précaution. Ah oui, Faut protéger les personnes. Hein. À 84 ans, Claude Samuel est pourtant convaincu qu'il finira ses jours dans la maison qu'il vient juste de rénover. Selon le plan de prévention des risques, avant la fin du siècle, il est possible que la falaise recule de 65 mètres ou plus. Sur les hauteurs, dans les 20 ou 30 prochaines années, d'autres maisons seront démolies. En attendant, il faut surveiller, traquer la moindre faille. Face à ce fléau, les communes adoptent des politiques différentes. La preuve, à quelques kilomètres seulement de Criel, Aulthe-sur-Mer. Nous quittons la Normandie pour la Picardie. C'est ici que démarrent les premières falaises. Un paysage qui rompt brutalement avec les dunes du Nord. Au temps de sa splendeur, avec son port et ses activités de pêche, il y avait près de 5000 habitants dans la commune, pour un peu moins de 1500 actuellement. Un déclin lié essentiellement à l'érosion des falaises. Nous avons une partie de la ville qui a été engloutie dans les années 1550. Ici, c'est un bel endroit, mais c'est quand même très vulnérable. Comme tout village côtier, hein, c'est vulnérable, bien évidemment, à partir du moment où vous avez des éléments qui se déchaînent et qui rongent. Nos falaises sont fragiles puisque c'est de la craie. La craie, c'est pas comme le granit en Bretagne. Hein. Donc évidemment que c'est beaucoup plus vulnérable. Malgré les drames à répétition, ici, plus question de reculer. Au XVIIIe siècle, le village de pêcheurs qui est installé au pied des falaises est détruit en grande partie. Pour se protéger des colères de la Manche, les habitants se réfugient alors sur les hauteurs. Mais ils ne sont pas à l'abri pour autant. À l'image du casino, détruit à plusieurs reprises depuis son ouverture. Le sort s'acharne. On va s'arrêter là, si vous voulez bien. Marthe Sueur est à la tête de la mairie depuis mars 2008. Comme pour ses prédécesseurs, la question de l'érosion est prioritaire. Alors voilà, ici, nous sommes sur un lieu où depuis 100 ans, en un siècle, nous avons perdu 2 rues qui étaient en profondeur, là où vous avez le bord de la côte.
Nous avions un mini-golf un peu plus bas qui a disparu avec ses 2 rues, le chemin des douaniers et une cinquantaine de maisons qui ont, elles aussi, disparu. Cinquantaine de maisons qui sont où aujourd'hui? Elles sont tombées Elles sont dans les flots. Voici Aulthe-sur-Mer au début du XXe siècle. Le quartier, on le voit sur ces images, prises à plus de 80 ans d'intervalle, a perdu du terrain. Un recul de 70 mètres environ, avec la rue Saint-Valery, qui longe désormais la falaise. Et vous avez peur que ça continue? C'est inévitable, c'est le rôle de la nature, hein, c'est de grignoter, de grignoter. Et pourtant, qui sait si on fait des travaux importants pour justement sauvegarder nos habitations, nos rues, et on fait tout ce que l'on peut, mais contre la nature, on n'arrivera pas à se battre et à gagner. Séduit par cette station balnéaire, Victor Hugo, l'écrivain et député, fut l'un des premiers à se battre pour défendre la ville contre les assauts de la mer. Les élus refusent toujours d'abdiquer. Alors là, vous avez la cascade qui a été construite dans les années 81-83, tout simplement pour préserver la rue de Saint-Valery, qui risquait de s'effondrer. Mais quel intérêt d'investir autant pour lutter contre la nature? Pour préserver tout ce que vous avez en haut, c'est-à-dire toutes ces maisons qui longent la côte. D'après le plan de prévention des risques, 80 maisons se trouvent en zone rouge. Mais leur situation en bordure de falaise ne semble pas inquiéter outre mesure la première magistrate de la commune. Ça fait 33 ans, vous voyez, ça n'a pas bougé. La rue, elle est toujours rue, les maisons sont toujours là. Et je pense qu'on a encore de belles années devant nous avant qu'il y ait un problème. Résister à tout prix, un cercle vicieux où il faut constamment investir pour renforcer les défenses de la ville. Une politique à court terme. Mon choix, c'est de défendre. Mais défendre, on ne va pas continuer de mettre notre ville en péril avec des remboursements énormes, parce que ce sont des travaux colossaux qu'il y a à faire. Donc déjà, rien que la mise en sécurité nous coûte près de 150 000 € par an. Sur un budget de 3 millions d'euros, vous voyez ce que ça peut représenter. Avec cet argent-là, est-ce qu'on ne pourrait pas aménager la ville autrement? Donc quelquefois je me pose la question et d'autres fois je me dis non, c'est pas possible. On ne peut pas abandonner le bord de mer puisque c'est tout ce que nous avons. Donc il faudra qu'on continue de se défendre. Il faut qu'on continue de se défendre. Coûte que coûte, oui. Dans la commune voisine de Criel-sur-Mer, les rares tentatives d'aménagement et de renforcement des falaises ont été vaines. Des défenses qui, aux yeux de l'ancien maire, sont à terme toutes vouées à l'échec. Vous avez l'exemple d'un aménagement qui a été mal conçu, mal étudié, et sur lequel on ne fait rien, mais qui bloque tout le transit de galets. Le transit de galets qui servait quand même à protéger le pied de falaise. Et vous apercevez que maintenant, lorsque la mer monte même à des marées de petits coefficients, elle tape au pied des falaises et bien entendu participe à la chute des falaises. C'est totalement irresponsable parce qu'on engage des sommes faramineuses de deniers publics et qui, on le voit sur le long terme, ne donnent rien du tout. C'est-à-dire que la ville de Aulthe, votre voisine, n'aurait jamais dû construire ces ouvrages? Ah ben, c'est pas la ville de Aulthe, ni la maire de Aulthe qui est à critiquer. Ce sont les instances supérieures et voire des bureaux d'études qui ont participé à des constructions dont on sait maintenant qu'elles n'ont servi à rien, voire elles ont accentué le phénomène et voire rendu la ville de Aulthe encore plus vulnérable. Longtemps, la Normandie a tourné le dos à la Manche. Mais avec le développement du tourisme, la région s'est rapprochée du bord de mer. Des villages de pêcheurs se sont transformés en stations balnéaires. Et pour se protéger, des épis, des digues ont fait leur apparition dans le paysage.
Urbanisation galopante jusqu'à la promulgation de la loi littorale en 1986. Une loi qui protège des excès de la spéculation immobilière. Il est vrai qu'aujourd'hui, on gère l'avant loi littorale, donc des maisons qui ont été implantées dans des espaces qui sont maintenant très sensibles ou qui ont été rattrapés par l'érosion parce qu'on n'imaginait pas que les vitesses d'évolution de ces paysages pouvaient être aussi rapides. Donc là, on gère finalement les erreurs du passé. Protéger en priorité les sites où les enjeux touristiques et économiques sont les plus forts, c'est la stratégie que les maires adoptent le plus souvent. Mais cette protection est parfois un leurre ou un piège. Il y a une élévation au niveau des mers qui va, là encore, nous rattraper. Donc, se protéger, pourquoi pas, mais ce n'est pas pour donner une nouvelle raison d'urbanisation. Parce que sinon, on rallonge la liste des biens qui sont menacés, et puis on demandera à la collectivité, finalement, de payer pour ces biens. Donc, la logique, c'est plus un mort, et surtout de ne pas rallonger la liste des biens qui sont menacés. Sur les côtes normandes, les sites touristiques vulnérables ne manquent pas. Pour cette nouvelle étape, nous partons plus à l'ouest, à plus de 80 km de Pourville-sur-Mer. Nous voici sur la côte d'Albâtre. Étretat et sa célèbre aiguille percée qui a inspiré tant de grands peintres ou d'écrivains français. Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces falaises monumentales ont été sculptées par la nature. Ici, l'érosion marine ne gangrène pas le paysage, elle le sublime. Il faut dire que ces parois de craie sont beaucoup plus résistantes et moins friables qu'ailleurs en Normandie. Si cette commune du pays de Caux fait parler d'elle, c'est pour d'autres raisons que sa beauté naturelle ou l'érosion de ses falaises. À Étretat, le fléau a pour nom submersion marine. La population se souvient encore de cette tempête de 1990. La mer s'engouffre à près de 700 mètres à l'intérieur de la ville. Plus de 200 maisons sont dévastées. Depuis, la mairie d'Étretat s'est dotée d'une brigade de volontaires chargée de prévenir les populations en cas de danger. René Astruc en est le responsable. Pierre, bonjour. Je viens de chercher l'appareil photo pour prendre le cordon de galet. Et je ramènerai, dès que les photos sont prises, je ramène à 14h. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Ancien pompier volontaire, il est un peu la vigie d'Étretat. Rien ne lui échappe. Lors des inondations de février 90, il était sur le pont. L'eau elle a envahi toutes les rues. Elle était jusqu'à la rue principale sur la départementale qui coupe Étretat. Ça a duré 5 jours. Les marées, ils ont passé 5 fois dans le pays. Il y avait 70 cm d'eau, là. Tout. À peu près là, quoi. 60-70, ça dépendait du sol, quoi. Et les gens s'attendaient à de telles inondations ici? Oh non, non, non. Suite à ça, il y a eu quand même des gros efforts de fait aussi pour avertir les gens. Après 90, il y a eu des gens qui ont installé des planches pour éviter que l'eau rentre dans les maisons. Tout le monde ne le fait pas? Non. Et comment vous expliquez le fait qu'il n'y en ait plus autant qu'avant? Il y a eu changement de locataires et changement peut-être de propriétaires qui n'ont pas vécu cette période, quoi. Donc ça les motive pas. Ils attendent que ça recommence peut-être. Depuis ce drame, il traque les signes qui pourraient annoncer une nouvelle catastrophe. Un rituel. Vous voyez là-bas, tout au fond, là, il y a un épi, là. Je prends la photo de la plage vers l'amont. Et après, je monte sur l'épi, là, et je prends dans l'autre sens, côté aval. Et ensuite, je vais à la chapelle, là-haut, et je prends toute la plage, l'ensemble de la plage. Pour lui, il ne s'agit pas de collectionner les photos de ce théâtre face à l'océan, mais bien de constater l'état de la mer et des galets.
Les galets sont une obsession car il sait qu'ils sont essentiels pour la protection de la ville. Alors vous voyez, on était obligé d'installer des pancartes pour avertir les touristes que si on prenait tous les galets, on n'avait plus de protection pour la ville, on risquait d'être inondé plus facilement. Le stock de galets est un indicateur de vulnérabilité. Il constitue en fait un rempart naturel. Les galets amortissent la violence des vagues et protègent le littoral et la ville. Ces 50 dernières années, la moitié du stock de galets a disparu. De quoi inquiéter les spécialistes qui savent parfaitement le rôle joué par ces gros cailloux. Alors, pour s'apercevoir du niveau de la plage d'Étretat qui est exceptionnellement bas cette année, on est à côté d'un épi et le niveau des galets devrait être à peu près à 2,50 m de cet épi. Il manque à peu près tout ça en niveau. Hiver 2016, pendant 3 mois, les galets disparaissent. En cause, le vent et les courants marins. Un phénomène naturel, mais qui rappelle l'importance de ces cailloux. Sur les plages de Normandie, en particulier sur celle d'Étretat, le galet est une pierre précieuse. S'il n'y a plus de galets sur une plage pour une raison X, soit parce qu'ils ont été déportés par les vents d'un côté de la plage, soit parce qu'ils ont totalement disparu, à ce moment-là, la mer peut plus facilement passer par-dessus les défenses que l'homme a construites pour ses biens et ses activités. Les pires conditions, je pense qu'on les a connues en 1990. Je pense qu'on ne pouvait pas aller beaucoup au-delà. C'est-à-dire des vagues de 5 à 6 mètres en moyenne, un niveau du galet extrêmement bas, au point qu'il n'y avait plus de galets. Tous les galets étaient partis côté amont de la plage. Il ne restait que du sable à ce moment-là. Et puis une tempête de l'ordre de force 9 à 10, d'un secteur nord-ouest, vent venant du large, disons. Des conditions extrêmes, certes, mais pas de victimes à déplorer, car l'alerte avait été donnée à temps. Depuis 1984, il existe en France un dispositif qui permet aux populations d'être averties en cas de menace de submersion marine. Tout a commencé ici. Il y a eu une tempête ici à Étretat en janvier 1984 qui a provoqué une inondation très importante de la ville. Et la météorologie nationale à l'époque, qui était basée à la station du Havre, a pensé qu'il était tout à fait possible de faire des annonces d'inondation par la mer, alors que jusqu'à présent, elle ne le faisait pas. Nous avions les moyens, mais nous n'avions pas de consignes là-dessus. On se dit, après tout, on a des outils, on sait bien prévoir le vent, on sait bien prévoir les vagues. Pourquoi ne pas mettre au point un système de prévention? Donc ça a commencé à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est toute la France maintenant qui est couverte par ce qu'on appelle la vigilance vague submersion de Météo France. Le système d'alerte ne suffit pas. Après chaque coup de vent, les services de la mairie renforcent le brise-lames. Il ne peut y avoir la moindre fissure, car l'eau pourrait s'infiltrer et menacer l'édifice, et derrière, les bâtiments et les infrastructures de la ville. Pour mieux appréhender les risques auxquels sont confrontées des villes comme Étretat, l'équipe de Stéphane Costa, le géographe, a modélisé la tempête de 1990. Les travaux que nous avons réalisés sur les tempêtes montrent que sur les 60 dernières années, nous n'avons pas eu la conjonction parfaite de tous les facteurs qui amènent à cette situation de submersion. C'est le pic de surcote, avec le pic de marée, avec le pic de tempête, avec le pic de houle. Ça, on ne l'a jamais rencontré. Mais ça peut arriver. Statistiquement, oui, bien sûr. Et ça veut dire que Étretat est une ville qu'il faudrait peut-être relocaliser? En fait, la question de la relocalisation se pose lorsqu'il y a possibilité de mort d'homme. Là, je ne suis pas sûr qu'on est dans cette situation-là, en tout cas. Une situation avec mort d'homme dès lors que l'on prévient les populations. En Normandie, la Seine-Maritime est le département le plus touché par la submersion marine. Avec Étretat, 10 communes sont étroitement surveillées. Dans le Calvados, seul Saint-Aubin-sur-Mer est à risque. Avec les changements climatiques, la situation va s'aggraver. Les élus pourraient bien à terme devoir déplacer leur population et leur commerce. Pour cette dernière étape, nous empruntons la départementale 513. Elle longe la côte. Nous sommes entre Honfleur et Deauville. À certains moments de l'année, la circulation est particulièrement risquée, surtout lors de fortes pluies. Sur 5 km, ce n'est qu'une succession de dodanes et de panneaux qui demandent aux automobilistes de ralentir.
Et pour cause, la chaussée est déformée et s'est même affaissée à plusieurs endroits. Nous sommes dans une zone résidentielle. De chaque côté de la route, des villas secondaires le plus souvent. Des maisons luxueuses pour certaines, mais qui sont situées en zone rouge, zone désormais non constructible. Et ce ne sont pas les seuls dans le secteur. Villerville, c'est 800 habitants l'hiver et 4000 l'été. Les touristes viennent profiter des lieux et suivre les traces du singe en hiver, le film d'Henri Verneuil avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. C'était en 1962, un tournage auquel Marie-Antoinette Trioreau avait assisté. Un beau moment comparé à ce film d'horreur qu'elle a vécu en direct au début de l'année 1982. Ah, triste histoire, triste moment. Le 10 janvier 1982, le glissement de terrain. Autrefois, c'était le camping qui s'étalait tout le long de la plage. Les terrains, voici la descente et le quartier des Graves, le chemin des Graves. Un tremblement de terre, voilà. Voilà. Vous vous souvenez de ce jour-là? Oh oui, je me souviens de ce jour-là. Mais moi, j'étais très prise à la mairie à ce moment-là, parce qu'il fallait chercher des abris pour les gens. Il fallait ouvrir les maisons pour les abriter. Parce qu'ils étaient dehors, il n'y avait plus rien. C'était très dramatique, très grave. Oui. Dans la nuit du 13 au 14 janvier 82, la bande littorale qu'on savait plus ou moins stable s'est effondrée. Plusieurs villas bâties en bordure de mer se sont écroulées, d'autres sont menacées. Il n'y a pas de victimes, mais les dommages sont énormes. Une faille de 4 mètres de large, profonde de 3 mètres, s'est ouverte sur 1 kilomètre. Malheureusement, les catastrophes naturelles, la loi venait de passer, mais le décret d'application n'a eu lieu qu'au mois d'août, donc les assurances n'ont pas marché. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que la côte était ouverte, ça faisait une faille. On avait l'impression que ça allait s'ouvrir et nous prendre. Moi, j'ai subi les bombardements et j'ai gardé en moi, quand je vois l'emplacement, c'était vraiment terrifiant. Si ça s'ouvre, mais on va s'en aller. On va s'en aller dans les profondeurs. Ah oui, malheureusement. Aujourd'hui, il ne reste en apparence aucune trace de ce glissement de terrain. En lieu et place du camping des parents de Marie-Antoinette, il y a désormais ce parc. Une image paisible. Mais la terre reste très instable. Le terrain en sous-sol et à flanc de colline peut à tout moment glisser et provoquer de nouveaux éboulements. En 1840, la falaise se trouvait à l'endroit où il y a le trait rouge, soit à plus de 40 mètres du rivage actuel. Pour stopper ce phénomène, les anciens avaient construit des digues. Sans succès. Le retrait reste inexorable. Les falaises cèdent toujours du terrain. Ces maisons-là sont effectivement en zone rouge, donc avec des interdictions d'extension, de reconstruction. Elles doivent rester comme elles sont actuellement. Plus loin, des maisons ont même dû être abandonnées. L'urbanisation, l'érosion marine et les conditions climatiques empêchent désormais la commune de se développer. Villerville est installée sur un éperon rocheux. En équilibre précaire, une nouvelle tempête comme celle de 1982 pourrait avoir des conséquences dramatiques. Pour les propriétaires, il y a toujours un danger potentiel, mais la commune s'est engagée depuis les inondations de 2003 à faire d'importants travaux pour un montant de 7 millions d'euros. Une course contre la montre pour le maire qui sait qu'il n'a pas de temps à perdre. Pour une commune comme la vôtre, ne pas faire les travaux, c'est condamner toute cette partie-là. Voilà, alors c'est condamner dans un premier temps effectivement les maisons dites de premier rang, et puis après c'est un phénomène de cascade, hein, puisque compte tenu de la fragilité des lieux, ça peut aller jusqu'à prendre tout le village qui se retrouverait malheureusement à la mer. Donc il faut absolument que nous fassions ces travaux-là. Le maire a pu débloquer la majeure partie des 7 millions d'euros, mais il en manque encore. Conséquence, les travaux n'ont toujours pas démarré. Vivre à Villerville, c'est vivre avec le risque de voir un jour sa maison tomber.
Non, je crois que c'est pas comme ça. Enfin, les élus ne doivent pas parler sur cette base-là. Je crois que c'est le risque, on le connaît, il existe depuis des siècles. Bon, là, on a la solution technique, donc il faut qu'on le fasse. Ça n'est pas que pour quelques propriétaires, c'est pour l'ensemble du village, puisque le village est sur un éperon rocheux et c'est l'ensemble du village qui est concerné. Donc on doit conforter la falaise pour soutenir l'ensemble et justement les biens et surtout les personnes. Face à ces multiples défis, les responsables politiques prennent des dispositions pour limiter l'impact des changements climatiques sur le littoral normand. Un projet ambitieux où le Conseil régional de Normandie se pose en interlocuteur privilégié entre experts et élus locaux. Mais la gestion des erreurs du passé n'est pas le seul enjeu pour l'institution. Il y a 50 ans, toutes les décisions qui étaient prises, même intelligentes, même en défendant la nature, n'avaient pas intégré le changement climatique, parce qu'on n'en avait pas conscience. Qu'est-ce qui se passera dans 50 ans? Est-ce que nous aurons de nouveau à nous adapter à un changement de notre biosphère? Je crois que la grande règle, c'est de dire que habituons-nous à un univers changeant et habituons-nous à vivre avec les rythmes de la nature et habituons-nous à vivre avec les conditions que la nature va nous poser. En Normandie, les changements climatiques et leurs conséquences sont pris très au sérieux. Le vice-président de la région, géographe de formation, sait qu'un jour ou l'autre, il faudra délocaliser les sites urbanisés du bord de mer. Aux hommes politiques d'anticiper. Après tout, gouverner, c'est prévoir. Rien n'est encore écrit, tout est à écrire, dit-il, mais avec intelligence.